De retour sur les ondes de Choc FM 105.1 et en mode vidéo dans notre émission Droit de réponse 105.1, une émission qui a pour but de vous faire réfléchir sur des thématiques qui nous rassemblent et qui nous touchent toutes et toutes, qui touchent la francophonie locale et même la francophonie internationale, puisque aujourd'hui nos invités sont de l'autre côté de l'Atlantique pour parler d'éducation et des changements induits notamment par les nouvelles technologies et par la pandémie que nous avons tous traversé, des changements qui sont d'ailleurs certainement liés les uns aux autres. On va en parler avec deux professeurs que j'ai le plaisir d'introduire ici. Monsieur Florent Pasquier, professeur et maître de conférences en sciences de l'éducation et de la formation à Paris en France, à l'université de la Sorbonne, et le professeur Norman Cornette, spécialiste en sciences des religions, accompagné pour moi, pour nous accompagner plutôt pour cette interview. J'ai également le plaisir d'introduire notre journaliste Nathalie Salmeron. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints dans cette émission Droit de réponse 105.1, une émission qui, je le rappelle, bénéficie d'un support, une initiative rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire, que l'on remercie au passage. Le but, c'est de dialoguer et de débattre donc aujourd'hui sur ces questions d'éducation. Pour commencer, je vais vous proposer de faire un bref tour de table virtuel, à commencer par monsieur le professeur Florent Pasquier. Pouvez-vous nous introduire en quelques mots pour nos auditeurs? Bonjour, merci Laura, merci pour votre très aimable invitation et merci à mes collègues ici présents. Donc, Florent Pasquier, je suis maître de conférence habilité à diriger des recherches à l'INSPE de l'Académie de Paris, qui est une école interne de l'Université Sorbonne, qui est essentiellement dévolue à la formation des enseignants du primaire, du secondaire, mais également des spécialités comme les psychologues scolaires, je devrais plutôt dire d'autres corps de métier, les psychologues scolaires, les maîtres adaptés, certains corps d'inspection. Donc, finalement, un enseignement assez varié. Et en ce qui me concerne, j'ai été recruté il y a de cela 24 ans pour développer les nouvelles technologies éducatives, dont il sera question un peu plus tard. Et au fur et à mesure de mon parcours, je me suis intéressé à l'éducation populaire, l'école nouvelle, toujours nouvelle depuis plus de 150 ans maintenant. Et mon travail actuel consiste à revivifier l'enseignement universitaire par l'apport de ce que nous apportent ces pédagogies alternatives et de repenser le paradigme éducatif dans lequel nous sommes engagés à l'ère de l'Anthropocène. Je n'en dirai pas plus pour l'instant. Alors, un véritable expert qu'on a le plaisir de recevoir sur les ondes de Choc FM. Et à vos côtés, vous avez la chance d'être tous les deux en présentiel à Paris. C'est le professeur Norman Cornette, que nos auditeurs connaissent bien, qui nous a proposé cette entrevue. Professeur, voulez-vous dire quelques mots sur ce sujet de l'éducation qui, bien entendu, vous tient également à cœur? Mais tout à fait. Et d'ailleurs, c'est la première fois que je revois le professeur Florent Pasquier depuis le début de la pandémie. Et j'ai envie de lui poser d'emblée une question. Dans une époque qu'on ose croire post-pandémique, selon vous, professeur Florent Pasquier, quelle est la priorité dans l'éducation? Alors là, on attaque directement et on n'y va pas de main morte, Absolument. Si j'ose dire. Écoutez, je vais commencer par une réponse assez générale. Est-ce que la priorité de l'éducation, ce ne serait pas tout simplement, comme le disait le philosophe Erasme, de nous accompagner à devenir des êtres humains, puisque, comme le disait Edgar Morin, nous sommes des singes en costard. C'est-à-dire qu'extérieurement, nous avons perdu des poils, pas tout le monde, et nous avons appris à nous habiller. Mais notre cerveau, depuis le cerveau limbique, comment s'est-il développé et est-ce qu'il ne se serait pas arrêté avant l'évolution de la forme extérieure? Et donc, si on se donne comme objectif pour l'éducation de devenir véritablement humain, évidemment, la prochaine question, ce sera qu'est-ce que c'est qu'un être humain? Mais voilà, pour l'instant, moi, tel que je le conçois, c'est plutôt d'aller dans cette direction-là. Mais j'enchaîne.
les enseignants-enseignantes avec qui je communique depuis, là maintenant, on enseigne de nouveau en présentiel dans les salles de classe. Et je me souviens, il y a 2 semaines, un enseignant m'a dit, mais les enfants ont perdu l'habitude de l'enseignement en classe, en présentiel, et sont devenus accros à l'écran. Et pour ces enseignants, il y a un grand défi à relever maintenant parce que ça fait pratiquement 2 ans. Et donc, le cycle éducatif, il y a eu vraiment un changement de paradigme. Dans les salles de classe, vous parliez de primaire, de secondaire, et c'est un défi, quoi. Oui, oui, on pourrait également élargir ça à l'enseignement supérieur, puisque c'est effectivement toutes les classes d'âge apprenantes, hein, de 3 ans jusqu'à même la formation continue, qui ont été impactées par ce changement de modèle de formation où chacun étant confiné chez lui, il a bien fallu trouver des moyens d'assurer ce qu'on a appelé la continuité pédagogique, c'est-à-dire assurer un service public ou privé d'éducation de façon à ne pas abandonner les élèves au gré de l'évolution des réponses sanitaires. Alors, c'était déjà un mouvement de fond, c'est-à-dire que les enfants, si on part de l'idée que maintenant ils sont encore plus accros qu'ils ne l'étaient, c'est qu'ils l'étaient déjà, et c'est une réalité, c'est-à-dire qu'il y a une fascination exercée par l'usage de la technologie, mais quels que soient ces usages. Alors là, on parle d'éducation, donc on est évidemment concerné également au travers notamment des dispositifs d'edutainment, par exemple, hein, c'est-à-dire l'éducation par le jeu ou par les jeux sérieux ou toutes ces déclinaisons, mais également, je dirais même un cours en ligne, qui soit sur un serveur, un espace numérique de travail, peut également, pourvu qu'il soit un petit peu multimédia et interactif, susciter, et ça c'est le côté positif de la force, peut-être avant d'aller explorer le côté obscur de la force, le côté positif c'est que cette attractivité, si elle est bien utilisée dans des conditions satisfaisantes et avec des modalités pour l'entourer, pour éviter toute forme d'excès, la technologie est un bienfait. Mais c'est comme une arme, tout dépend comment on va s'en servir. Le côté obscur de la force que j'évoquais juste avant, c'est lorsque les enfants ont été plongés, les apprenants, dans ces dispositifs de formation à distance, eh bien déjà, du fait de cette surprise et cet aspect de soudaineté, nombre n'étaient pas équipés en matériel, que ce soit des dispositifs nomades ou fixes, et puis même n'étaient pas forcément reliés dans de bonnes conditions de débit numérique pour pouvoir profiter d'une visioconférence qui était quand même le minimum vital pour assurer un lien humain virtuel, mais au moins de voir quelqu'un. Et même quand ce lien était là, combien de fois ai-je donné des cours devant des caméras éteintes? Et ça, c'est encore un autre problème lié à l'usage. Toujours est-il que pour répondre à votre question, à l'heure actuelle, effectivement, les enfants qui étaient déjà bien orientés sur l'usage des technologies se trouvent encore plus. Il ne se passe pas un jour sans que mes 2 filles me demandent à utiliser la tablette, alors que les cours en présentiel ont repris. Donc la question qu'on doit se poser comme éducateur, enseignant, formateur, pédagogue, c'est comment je vais mobiliser ces outils et comment je vais les circonscrire, surtout avec les jeunes enfants. Alors, on est parti immédiatement dans le cœur de ce sujet sur les changements induits par les nouvelles technologies à cause de la pandémie. En matière d'éducation, vous avez parlé des côtés positifs. On a abordé un tout petit peu les aspects plus négatifs, les enjeux, les risques peut-être inhérents à ces nouvelles technologies. Mais puisqu'il s'agit ici de faire des débats, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. En matière d'éducation, bien entendu, on s'éduque toute sa vie. Et vous-même, professeur Pasquier, je crois que vous enseignez notamment pour des adultes. Mais lorsqu'on parle d'éducation, on parle surtout d'enfants et on le sait aujourd'hui, ces nouvelles technologies, ces écrans, cette surconsommation d'écrans, il y a des études qui montrent à quel point
tout cela peut être dommageable sur le cerveau en particulier des plus jeunes qui est en cours de formation. Alors, vous avez parlé également de la nécessité. Hein, vous avez dit il a bien fallu s'adapter et on a tous vécu cela. Il a bien fallu changer la manière de travailler dans l'entreprise. Nous-mêmes, ici à Choc FM, on s'est adapté et bien entendu, les professeurs à travers le monde ont dû en passer par là. Mais est-ce qu'il n'y a pas certains risques de perte de repères, de perte de sens et de déshumanisation? Vous avez parlé de ce lien humain qu'on essaie de retrouver à travers le virtuel, mais malgré tout, on parle aussi de plus en plus de risques concernant la santé mentale chez les plus jeunes, d'anxiété également, et même, si on va encore plus loin, de taux de suicide qui sont considérablement accrus chez les plus jeunes, y compris chez les très jeunes. Ce sont des phénomènes complètement nouveaux. Qu'est-ce que vous pensez de ces études et quel est votre regard en ce qui concerne l'éducation sur cet aspect plus obscur de ce changement qui a été induit par la pandémie? Merci beaucoup de toutes ces précisions. Alors, très, très exactement, c'est vrai que là encore, les nouvelles technologies ne sont qu'un accélérateur. C'est-à-dire qu'on sait déjà dans la psychologie du développement de l'enfant que exposer les très jeunes enfants avant l'âge de 3 ans aux écrans va modifier structurellement le développement de leur cerveau que j'évoquais tout à l'heure pour créer des freins sur des notions comme l'empathie, la mise à la place de l'autre, mais même le développement cognitif, tout simplement. Et tous ces parents qui pratiquent la nounou télé ne se rendent pas compte que cette captation du regard de l'enfant qui va le décorporiser va également avoir d'autres impacts psychophysiologiques, outre toutes les retards de développement du langage, difficultés de communication, même, j'allais dire, de transmettre ses émotions, mais déjà de ressentir ses propres émotions, et donc celles d'autrui, avant qu'il y ait un échange. Et ça, c'est pour les plus jeunes. Et plus on avance en âge, vous avez évoqué un thème qui ressort du cyberharcèlement. Effectivement, selon les pays, pour la France, il me semble qu'on ne peut pas ouvrir un compte sur un réseau social majeur avant l'âge de 15 ou 16 ans, il me semble bien. Et ça dépend selon les pays. Je crois que dans d'autres pays, c'est beaucoup plus jeune. Parce qu'on s'est rendu compte, effectivement, qu'à ces âges-là, préadolescence, adolescence, les enfants sont dans des besoins de reconnaissance, et notamment par le groupe, et que ces besoins s'expriment beaucoup au travers des réseaux sociaux, sauf que ceci engendre des comportements que l'individu n'aurait pas dans un échange entre personnes, de la même façon qu'un conducteur d'un seul coup régresse vers un âge mental bien inférieur à celui de ses artères, et qui pourrait avoir des comportements tout à fait différents de celui comme nous pourrions avoir dans une conversation maintenant. Eh bien, c'est la même chose. Et donc, les taux de suicide, effectivement, malheureusement, de ces jeunes et très jeunes adolescents, ou parfois moins jeunes, sont une réalité. Alors, l'école en France prend ça très au sérieux et propose des dispositifs de sensibilisation et de formation, notamment l'éducation aux médias, par exemple, incluant les médias numériques. Et si ça n'est pas fait, on va passer à l'âge adulte, on va basculer dans des communautés comme celle des no-life, par exemple. Ces personnes qui passent 22 heures sur 24 par jour et par nuit devant les écrans, qui en oublient leurs besoins physiologiques, de propreté, de se nourrir, évidemment de faire du sport, ou en tout cas de s'occuper de son corps. Donc, de l'âge de la naissance jusqu'à l'âge adulte, les nouvelles technologies, les écrans, de façon générale, peuvent nous apporter beaucoup, peuvent nous émanciper beaucoup, mais peuvent également nous asservir énormément. Et vous avez évoqué… Pardon, Guillaume, je rebondis rapidement sur ces nouvelles, c'est surtout sur les réseaux sociaux. En fait, vous disiez qu'il y a un certain âge en fait, auquel les jeunes ne peuvent pas s'inscrire. En général, c'est malheureusement comme les sites pornographiques, il y a juste à dire qu'on est d'accord ou pas sur son âge pour passer cette étape. Et malheureusement, on se retrouve par exemple notamment avec l'application TikTok où il y a des jeunes
qui ont souvent des fois moins de 10 ans et qui se retrouvent à être déjà sur ce fameux TikTok, mais en plus de ça, à être confrontés à des images des fois beaucoup trop violentes pour leur âge, ou aussi à engendrer cette hypersexualisation qu'ils ne sont pas censés appréhender ou approcher si jeunes, en fait. Alors, on va un petit peu au-delà de l'éducation, mais c'est quand même relié. Qu'est-ce que vous dites aux législateurs d'une manière générale sur ces réalités? On a l'impression parfois que les législateurs, quels que soient les pays, sont un petit peu en retard sur justement ces nouvelles technologies et leur compréhension et sur l'impact qu'elles ont en matière d'éducation ou sur la société. Oui, alors dans le cas de l'Europe et de la France en particulier, ces questions sont vraiment prises au sérieux, mais il y a effectivement un délai de latence entre déjà percevoir le phénomène, l'identifier, trouver des solutions et ensuite essayer de les disséminer ou de les propager. Et Nathalie a parfaitement raison, il suffit de mentir sur son âge, le système n'y voit que du feu. Et permet l'accès à des contenus ou des modalités d'interaction qui ne conviennent pas forcément aux personnes considérées. Alors, ça évolue. Des fois, c'est dans des formes extrêmes. Je vais prendre l'exemple de la société chinoise, par exemple, qui a carrément interdit les dispositifs d'aide à l'éducation sur certaines tranches horaires et qui a même restreint l'accès aux jeux en ligne à 2 heures ou à 4 heures quotidiennes pour éviter ces excès-là. Et en France, il y a un travail qui est entrepris pour que les temps d'écran soient encadrés par les parents, ou en tout cas sous l'autorité parentale, avec des systèmes de mots de passe ou de timer pour les limiter. Mais on est là encore, c'est la technologie, c'est le jeu du gendarme et du voleur, où plus le gendarme avance dans ses outils et plus les voleurs trouvent d'autres facilités, enfin, façons de les contourner avec des VPN ou avec d'autres produits technologiques. Ce qui finalement me ramènerait à poser peut-être la question différemment. Est-ce qu'il faudrait, et revenir sur votre intuition de tout à l'heure, Laurent, est-ce qu'il ne faudrait pas revenir à une relation humaine qui ait du sens? C'est le terme que vous avez employé, et c'est vrai que moi, j'axe toujours mes enseignements et mes questionnements avec mes étudiants sur la question de la conscience. Je leur fais tenir un journal réflexif à l'issue de chaque séance où je leur pose les 3 questions du pédagogue Philippe Mérieux. Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que cela m'a fait? Et pourquoi cela m'a fait ça? Et là, on est vraiment dans la découverte c'est une démarche introspective, méta-réflexive, qui va nous permettre de grandir, justement, et j'espère de grandir en humanité, parce que je les oriente à travailler sur le lien avec la nature, sur les valeurs de la République, autour de la solidarité et d'autres thématiques de ce genre. Donc, finalement, qu'est-ce que c'est que d'être en lien? Comment trouver du sens pour nourrir ce lien? Et puis surtout, agir toujours à 3 niveaux. Ma connaissance de moi-même, je viens de donner un exemple avec le journal réflexif, ma connaissance dans la relation aux autres et à la société, et enfin, ma connaissance dans ma relation au monde et à la nature. Pour schématiser, moi, les autres, la nature. Et ce sont des processus en interaction, c'est systémique, c'est la pensée complexe, et à partir de là, ça nous ouvre tout un tas de possibilités infinies dans lesquelles les technologies vont trouver leur place. C'est d'ailleurs ce que j'ai appelé la technontologie, c'est-à-dire la technique associée à l'ontologie, qualifiée comme la science de l'être en tant qu'être. Donc, quand je me connais en tant qu'humain et que j'utilise de la technique, cette technique modifie mon humanité. Elle la modifie bien sûr par l'extérieur, mais aussi maintenant avec tous les objets nomades et voire les objets implantés, elle va me modifier, et c'est le rêve du transhumanisme, elle va me modifier de l'intérieur de façon ontologique. Et là, par contre, nous avons vraiment collectivement une réelle réflexion à mener parce que nous sommes en train de parler de l'humain 2.0. Et plutôt que de laisser ça dans des laboratoires clandestins, est-ce qu'il ne faudrait pas que ça devienne vraiment un sujet de société dans la mesure où nous sommes déjà immergés
On a à peine conscience que de cette petite partie de l'iceberg que nous voyons, mais toute notre vie est réglée intégralement par des algorithmes. Qui fait ces algorithmes et à quelle fin? Voilà des questions qui, à mon sens, devraient être beaucoup plus approfondies. Professeur Cornette, vous êtes vous-même un adepte, je crois, des approches éducatives alternatives. Et j'imagine que vous vous êtes beaucoup intéressé aux changements qui ont été induits par la pandémie, les changements technologiques et cette sorte d'accélérateur qui a constitué cette pandémie de Covid-19. Vous avez vous-même développé cette méthode dialogique qu'on a présentée plusieurs fois sur les ondes de Choc FM. Mais est-ce que vous accueillez ces changements avec enthousiasme ou avec une certaine réserve, avec une certaine prudence? Quel est votre point de vue sur ces changements et sur les risques que l'on a évoqués, les enjeux en particulier en matière de santé mentale pour les apprenants? Mais je dirais dans un premier temps, je les accueille avec réalisme. C'est que le monde a beaucoup changé et que la technologie, elle est là pour rester et ça nous offre toute une gamme d'outils pédagogiques, mais autrefois inimaginables. Donc, et j'aime beaucoup le mot, à l'origine, le mot techné, c'est un mot grec, du grec classique, grec ancien, qui veut dire deux choses à la fois. Techné veut dire comme dans le sens technique, mais veut dire aussi art. À son meilleur, pour moi, l'enseignement est un art. Mais cet art a des instruments. Donc, on a maintenant beaucoup d'instruments à notre disposition. Et heureusement que la technologie était là pendant la pandémie. Et dans un pays, quand on pense au Grand Toronto, au Grand Paris, l'Ontario, le Canada, l'éducation à distance, l'éducation de façon électronique, c'est presque une nécessité, je pense, aux communautés dans le nord de l'Ontario. Alors, c'est presque le salut, c'est salutaire, cette technologie. Mais il y a là, et je pense au philosophe Jacques Ellul, quel est le rapport entre la condition humaine et la technologie? Est-ce que cette technologie va nous déshumaniser forcément? Je ne crois pas que c'est nécessaire, mais on revient au lien humain. Est-ce que le compte, et surtout, là on parle de dépression clinique, on parle du suicide, mais toute la dimension affective. Et donc, et c'est ce que j'aimerais explorer avec le professeur Pasquier, c'est la technologie. Quel est le rapport? Quelles sont les relations entre l'affect et la technologie dans l'éducation? Oui. Ben, en fait, c'est un rapport d'une violence inouïe. C'est une violence inimaginable et c'est bien pour ça que beaucoup de jeunes succombent à cette violence, notamment par l'autodestruction, parce qu'ils ne se sentent pas suffisamment armés, compris, ne trouvent pas les moyens d'action qui vont permettre de faire face à cette violence. Pourquoi est-ce que c'est violent? Parce que la technologie qu'on utilise maintenant, qui est numérique, c'est jamais qu'une succession de 0 et de 1, c'est un monde noir ou blanc, c'est un monde sans nuance. C'est une intelligence artificielle n'a d'intelligence que le mot, elle n'est pas intelligente en l'état actuel de sa production. Elle voit tout comme du oui ou du non. Et pourtant, nous qui sommes des êtres humains, nous sommes des êtres de qualité, de nuance. Et dès qu'on va vouloir nous quantifier, c'est d'ailleurs ce qu'on appelle le quantified self, hein, la quantification de l'être humain, c'est une impasse parce que justement, tout ce qui est de l'ordre de l'affectif, du sentiment, de la sensation, et à partir de là, eh bien, la sensibilité à la beauté, à la poésie, au dialogue, à l'échange, à la nature. Et quand je dis la nature, bien sûr, j'inclus également les animaux. Tout cela disparaît avec, in fine, un oui ou un non. As-tu réussi l'exercice? Oui, non. Dans le meilleur des cas, on pourrait affiner en disant tu l'as presque réussi
où tu l'as parfaitement réussi. Mais c'est parfaitement insuffisant. Et cette violence, finalement, devient une violence institutionnelle lorsqu'elle va être choisie comme modalité principale, voire même unique, pour le suivi et l'évaluation des élèves. Moi, ça fait quelques années que à chaque période, je remplis des tableaux avec des notations de 0 à 4 sur les performances des élèves en phase de compétences. Et alors, d'où viennent ces compétences? Qui les a décidées? Pourquoi celles-là? En plus, elles vont être pondérées. Et de ce processus-là sont exclus les enseignants et les sujets apprenants qui, pourtant, dans tous les textes, devraient être mis au cœur des dispositifs d'apprentissage. Et là, on voit combien on est loin entre les intentions et la réalité. Vous parliez de pragmatisme tout à l'heure, professeur, et je vous rejoins complètement là-dedans. Je ne prends jamais pour argent comptant et j'exerce toujours un esprit critique positif sur ce qui se passe pour voir les limitations et les failles. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Actuellement, en France, on a des taux d'abandon dans la formation des enseignants qui va bientôt rejoindre le taux de l'absentéisme et du décrochage des élèves dans les dispositifs éducatifs. Pour la France, on peut le rappeler quand même, au niveau du BEPC, c'est entre 10 et 15% d'abandon par classe d'âge chaque année. Est-ce que dans un pays qui consacre le premier budget national à l'éducation et à la recherche, est-ce que nous avons des résultats en face des investissements? Malheureusement, il faut constater que non. Donc, ça veut dire que quelque chose ne va pas dans le paradigme en cours. Oui, et c'est pareil au Canada. On parle déjà d'une pénurie d'enseignants. Aussi, le fait, ce n'était pas seulement à cause de la pandémie, c'était bien présent avant, mais le surménage de la part des enseignants et enseignantes. Et je le sais très bien, on m'invite dans les facultés des sciences de l'éducation et je vois ces candidats, ces candidates avec des idéaux, avec des rêves. Et là, bien souvent, en moins de 5 ans, il brûlait. Surménage, j'en peux plus. Alors, et je reviens sur la question de la dimension affective. Et quel est le rapport avec la technologie? Est-ce que nous avons, en psychologie, on parle couramment du besoin fondamental de rencontrer, de répondre aux besoins ressentis. Eh bien, est-ce que la technologie qui est à notre disposition, est-ce qu'on peut canaliser cette technologie pour mieux répondre aux besoins ressentis de l'élève, de l'étudiant? Et quand on parle de lien humain, force est de constater, selon mes collègues au Canada, c'est qu'il y a comme là maintenant presque un genre d'altérité, d'aliénation entre l'enseignant et les élèves. On a créé un gouffre. Comment affirmer le lien humain? Et je suis convaincu que ça peut se faire par la technologie, parce qu'il existe combien de communautés dans les réseaux sociaux. On peut créer un sens de communauté par les réseaux. Et pour moi, un des grands défis à relever actuellement dans l'éducation, c'est que l'élève, l'étudiant ne se voit pas, mais jamais seul, mais toujours en faisant partie intégrante d'une communauté, et une communauté qui a son bien à cœur. Ce qui m'amène, professeur Cornette, à rebondir sur ce que vous venez de dire pour revenir chez nous, dans le Grand Toronto, où l'éducation en français est une éducation sur un modèle un petit peu particulier, puisqu'on est en milieu minoritaire. Donc, il s'agit toujours également d'une lutte pour le maintien de la culture, de la langue et des valeurs francophones et la transmission aux nouvelles générations
alors même que, évidemment, la culture dominante anglo-saxonne nous entoure et s'impose finalement à nous. Est-ce que vous avez l'un comme l'autre, en tant que professeur d'université, en tant que spécialiste du monde éducatif, un point de vue sur ce qu'il conviendrait de faire pour, en quelque sorte, pousser les jeunes ou les amener à s'intéresser davantage à leurs racines culturelles, à revenir vers leur histoire et vers leur langue d'origine ou celle de leur famille, celle de leurs parents, parce que ce que l'on observe de plus en plus, c'est cette désaffection, malheureusement, qui est contrebalancée aussi par l'immigration et par d'autres phénomènes, mais malgré tout, la culture en tant que telle et la langue en milieu minoritaire sont systématiquement en danger. Est-ce que vous avez un point de vue sur cette question qui nous touche ici localement à Toronto? Mais la question est très pertinente et je vois là un dénominateur commun entre Toronto et Paris. On parle de grandes villes multiculturelles, interculturelles. Là, je suis arrivé chez le professeur Pasquier dans le RER et c'était moi la minorité, une minorité visible. Et que disait l'ancien Premier ministre du Canada, Joe Clark, que j'ai eu le privilège de rencontrer? Il a défini le Canada ainsi. Le Canada est une communauté des communautés. Je crois qu'il faut repenser l'éducation à Toronto, repenser l'éducation à Paris et ailleurs dans les grandes villes. Il faut repenser en termes de multiculturalisme, d'interculturalisme, et est-ce qu'il se peut que le dénominateur commun, ce qui est universel, c'est en fait la technologie. C'est ça qui est global, c'est ça qui est universel, c'est ça qui fait le pont entre Toronto et toutes les groupes ethniques, culturels, linguistiques à Toronto. Toronto est un microcosme de ce qui se passe actuellement dans tout l'Occident. Donc, et je crois que ça nous pousse à penser à de nouveaux paradigmes à cause de la technologie, en fait. Alors, Toronto, qui est d'ailleurs une des villes au monde où il y a le plus de startups et d'entreprises de nouvelles technologies qui s'installent. Il y a des gros groupes qui se sont installés récemment et on est devenu comme on dit, un hub, un centre de nouvelles technologies très important, en Amérique du Nord en particulier. On parle de plus en plus à Toronto comme ailleurs, et pour revenir un petit peu à l'éducation, du fameux métavers. Et tout à l'heure, Florent Pasquier, vous avez évoqué l'intelligence artificielle. Peut-être qu'on va développer un petit peu le sujet, mais en matière d'éducation, justement, certains y voient l'avenir de l'éducation. Peut-être faut-il rappeler que ce terme que nous vient en fait de la science-fiction, il n'y a pas si longtemps, le métavers, c'est cet univers virtuel fictif dans lequel il est possible d'évoluer avec une sorte d'avatar et d'avoir des interactions comme celle de la vie réelle. On imagine d'ores et déjà les limites ou les dangers peut-être de ce système, mais certains y voient aussi une possibilité d'apporter quelque chose au monde de l'éducation. Est-ce que vous pensez que l'éducation passe par ce type, l'avenir de l'éducation passe par ce type de transformation? Alors, je vais vous répondre par une question parce que j'aime beaucoup la méthode socratique. Vous venez d'évoquer l'implantation, le développement de startups orientées web et dérivées. Est-ce que vous savez qu'à la Silicon Valley, historiquement peut-être une situation identique antérieure, les grands chefs de groupes Facebook, Google, les GAFAM, etc., mettent leurs enfants dans une école de type Montessori-Freinet où il y a une interdiction absolue d'utiliser les technologies numériques. C'est vrai. L'essentiel des cours se font dans le jardin, sous les arbres, à la découverte du monde, etc. On peut se poser la question, n'y aurait-il pas là une sorte d'étrangeté
que ces multinationales, multimilliardaires, développement des outils comme celui que vous venez de citer, mettent leur propre progéniture très éloignée de ces forces attractives dont nous parlions tout à l'heure pour le développement de l'enfant. Et puis j'ai envie d'aller un petit peu plus loin. Quels seront nos comportements dans un monde virtuel à partir du moment où nous n'aurons pas déjà régulé nos propres comportements dans le monde réel? Je me souviens que dans les années 90, au Japon, qui était très en avance sur les nouvelles technologies et les réseaux, une personne avait porté plainte au commissariat parce que dans un jeu en ligne, on lui avait volé une épée magique. Et le commissaire avait refusé de prendre sa plainte aux grandes dames du lésé qui ne comprenait pas. Donc, si déjà on a des comportements limites dans la vraie vie et que avec en plus les avatars, l'anonymat, la multiplicité de nos représentants virtuels, nous investissons des mondes où les possibilités seront encore plus agrandies. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ce n'est pas la même chose que ce rêve fou d'aller coloniser la planète Mars avec des personnes, mais dont la psychologie serait la même que sur la Terre? Moi, je mets ma main à couper que dans 15 ans, après l'implantation des premières colonies, ils auront les mêmes difficultés que celles que nous avons ici. Parce que le problème n'est pas celui de la technologie. La question fondamentale, c'est qu'est-ce que c'est qu'un être humain et comment on devient humain par l'éducation, mais aussi par la culture, et comment on va faire une synergie entre les deux. Et si vous voulez bien me permettre d'apporter une piste de réponse peut-être et de revenir au monde de l'éducation, l'essentiel de mes travaux maintenant se porte sur la question de la transdisciplinarité, c'est-à-dire tout ce qui est entre, à travers et au-delà des disciplines. Parce qu'on voit bien que le modèle académique de compréhension du monde et d'action sur le monde est devenu complètement obsolète. On ne le comprend plus et donc on ne le maîtrise pas. Et la seule façon qui nous permettrait, en tout cas une des façons qui nous permettrait de dépasser ça, ce que j'ai appelé le syndrome PDT, hein, Pascal, Descartes, Taylor, c'est-à-dire une rationalisation et un productivisme à outrance qui nous éloigne de ce que nous sommes fondamentalement. Pierre Desproges disait nous devrions être comme des chevaux sauvages à courir tout nus dans les prés. Bon, ça c'est aussi encore un autre paradigme, mais peut-être contre celui-ci et celui de l'Anthropocène et bientôt du Cosmocène, il y a un entre-deux beaucoup plus pragmatique et réaliste. Donc la transdisciplinarité, finalement, va s'intéresser à l'humain et à son interaction entre les groupes humains et le monde de la nature. Et ça me ramène, et après j'arrêterai, à votre question tout à l'heure du linguistique et du plurilinguistique. Le gros avantage des nouvelles technologies, on le sait, c'est de rapprocher ce qui est loin, c'est-à-dire donc effectivement, si on se sent dans une communauté francophone, eh bien, on va pouvoir créer des groupes, et Dieu merci, nos étudiants, justement, se créent des groupes sur les réseaux sociaux pour s'entraider, pour se diffuser les informations institutionnelles et autres. Mais ce faisant, ça génère également un phénomène d'exclusion. C'est-à-dire qu'en me refermant d'autant plus facilement que j'utilise la technique avec mes pairs, et je peux donner un autre exemple, il y a de cela quelques semaines, un exemple positif cette fois, je crois que c'est l'université francophone de Toronto qui a signé un partenariat avec l'ENS de Lyon, l'École nationale supérieure, et ils ont pris justement comme cœur de projet de leurs établissements respectifs au travers de ces échanges via le numérique, la question de la transdisciplinarité. Donc, on voit bien que c'est une sortie, que les technologies peuvent le servir, mais en même temps qu'elles rapprochent ce qui est loin, elles éloignent ce qui est proche. C'est-à-dire que, et là, on va retomber dans ces mondes virtuels que vous évoquiez tout à l'heure. Donc, où est la limite? Et moi, ma grande crainte, c'est que le passage de l'un vers l'autre, sans conscience et sans réflexion, science sans conscience, c'est que ruine de l'âme, va nous faire trébucher à la lisière du réel et
presque de l'irréel, du coup, plutôt que du numérique. Voilà. Et je donne suite en mentionnant l'université francophone d'Ontario, qui est à Toronto même. Vous savez, j'étais à l'université de Californie à Berkeley il y a bien des décennies. On avait beaucoup d'étudiants d'outre-mer. Pourquoi venaient-ils à Berkeley? C'était pour la qualité de l'enseignement. Vous voulez attirer les gens à Toronto dans l'enseignement en français, offrez donc de la qualité et offrez en français de grande qualité. Que ce soit à Toronto, que ce soit à Sudbury, que ce soit à Thunder Bay ou Timmins, ou que ce soit au Québec, il y a au point de vue des étudiantes francophones, même au Québec, il y a une hémorragie vers les institutions anglophones. Pourquoi? Parce qu'on estime que c'est meilleur, il y a une meilleure éducation, on a des meilleures chances. L'éducation, c'est d'offrir un avenir à ceux et celles qui y étudient. Donc, et vous savez qu'il existe des programmes de bac international français dans toutes les grandes villes de la planète. Pourquoi est-ce qu'on y va? Parce qu'on sait que la qualité est assurée. La clé de l'éducation, c'est d'offrir de la qualité à Toronto en français, au point de vue linguistique, au point de vue académique, au point de vue culturel. Quand il y a une substance, elle devient incontournable. C'est ça. Et vous savez, la question que vous posez à Choc FM sur l'avenir des francophones à Toronto, mais c'est la même question des francophones à Montréal. Absolument. Dans l'océan anglo-saxon, est-ce que la qualité existe seulement en anglais? C'est pas vrai. Je l'ai vécu à Berkeley. Peu importe sa langue maternelle, on gravite vers la qualité de l'éducation. Peu importe la langue. Sage réflexion qui englobe beaucoup des thèmes que l'on a abordés dans cette émission Droit de réponse 105.1. Je rappelle que cette initiative est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Nos invités du jour sont les professeurs Florent Pasquier de l'Université de la Sorbonne et du professeur Norman Cornette. Nathalie, voudrais-tu ajouter une question pour nos invités, peut-être pour résumer un petit peu et réfléchir ensemble à l'avenir de l'éducation, justement. Bien sûr. Alors, du coup, je rebondis sur ce que disait le professeur tout à l'heure et cette nécessité de répondre aux besoins ressentis. Avec cette pandémie, on a du coup dû ramener l'éducation à des formats quasiment totalement numériques. Maintenant qu'on est, entre guillemets, dans une période post-pandémique, bien qu'on ne soit pas à l'abri de nouvelles pandémies dans les années à venir, est-ce que, comme le monde du travail, le monde de l'éducation ne pourrait pas être en mode hybride, avec des journées en présentiel pour que les élèves continuent d'avoir cet apprentissage de l'être humain? Et comme vous disiez aussi, l'apprentissage, ce n'est pas que ce qu'on apprend à l'école, c'est aussi apprendre les différences chez les autres, chez ses petits camarades, et puis cette émotion aussi qu'on développe auprès de nos camarades. Est-ce que ce ne serait pas peut-être l'avenir de l'éducation de passer, comme pour le monde du travail, sur un mode hybride avec plusieurs jours en présentiel et quelques jours à la maison pour travailler aussi sur les outils numériques? Idéalement, on va créer une synergie. Et je vais plus loin. L'éducation, pour moi, est un phénomène plurisensoriel, pluridimensionnel. L'instant qu'on réduit l'éducation à l'écran, l'éducation à une formule, eh bien, on trahit toute la richesse et la profondeur et toutes les multiples facettes de la condition humaine. Il faut que l'éducation miroite la complexité de la condition humaine. Et elle est très sensorielle, elle a beaucoup de dimensions et la dimension affective est une plaque tournante. Oui, si vous vous souvenez, au début des confinements, il y avait cette phrase qui tournait:
le monde d'après ne sera plus du tout le même. Et moi, j'ai toujours compris ça comme effectivement, il ne sera plus le même, en fait, il sera pire. Il sera pire parce que si on n'a pas compris le sens et la morale, je dirais presque, de ce que nous avons vécu pendant 2 ans, eh bien, avec un accélérateur de tout ce qu'il y avait de pire dans la société capitaliste moderne, eh bien, en fait, on va aller vers des choses toujours plus difficiles, de la précarité, du surmenage, de la distance, de la peur. Alors, comment revenir dans un cercle vertueux avec les technologies et l'éducation? Déjà, il faut voir que ça ne fait pas tout, parce que tout ça, c'est inséré dans un paradigme sociétal. Et donc, la première question, c'est qu'est-ce qu'on veut vraiment pour notre société et pour nos enfants? Quel est le projet de société dans lequel s'inscrivent les dispositifs éducatifs? Ça, c'est une première réponse. Qu'est-ce qu'on met au cœur du sujet? Est-ce qu'on met la finance ou est-ce qu'on met l'humain? Et là, je suis désolé, il n'y a pas de compatibilité. Pour le coup, c'est très binaire, c'est l'un ou l'autre. Il y aura un focus, en tout cas, sur l'un ou sur l'autre. Ça, c'est le premier point. Et après, le deuxième point, pour vous répondre, Nathalie, effectivement, j'ai un collègue, Christian Verrier, qui imagine le futur de l'éducation comme vous l'avez décrit, c'est-à-dire des moments d'apprentissage à distance et des moments de collectif. Et je voudrais peut-être préciser ça. Tout ce qui est de l'ordre du disciplinaire et du didactique, effectivement, ça peut être appris presque individuellement, pourvu qu'on ait un bon machine learning. Et là, pour le coup, je suis un peu moins technocritique que d'habitude, mais il y a beaucoup d'apprentissages qui peuvent se faire de cette façon-là. Par contre, l'apprentissage de soi-même, de la sociabilisation et des interactions humaines ne peuvent se faire que dans un espace temporel et géographique partagé ensemble. C'est-à-dire que finalement, c'est comprendre que l'éducation, ce n'est pas seulement transmettre des savoirs et des connaissances, mais c'est aussi se développer son savoir-être et de nourrir le désir d'un savoir-devenir en collectif. Et ça, le présentiel, les réunions pourraient être là-dessus. C'est un peu cette différence entre les stocks, les connaissances, et les flux, le vivant, les interactions. Donc, pour l'instant, tout était mélangé et un petit peu embrouillé au sein de la salle de classe ou de TD. Et maintenant, ce que nous pourrions apprendre, c'est plus de nuances, plus de subtilité, savoir mettre les choses à leur place, comprendre que toutes ont leur importance et que toutes, elles se nourrissent les unes avec les autres. C'est ce que j'ai appelé un triple cercle vertueux, le développement personnel, le développement professionnel et le développement collectif. Et de cette façon-là, me nourrissant par moi, me nourrissant avec les autres, me nourrissant au sein de la société et des collectifs, que ce soit du politique, de l'associatif, de l'interventionnisme, etc. Comment réussir à faire évoluer ce paradigme sociétal dans le sens où on veut, parce que, et peut-être les auditeurs n'en ont pas suffisamment conscience, mais le dernier rapport du GIEC nous annonce que nous n'avons plus que 3 ans pour changer radicalement nos modes de vie, à défaut de quoi la 6e extinction de masse, celle de l'espèce humaine, se fait dans une durée d'environ 70 ans. Donc c'est super de parler de technologie, d'apprentissage à distance, etc. Mais la maison brûle, pour reprendre une autre formule célèbre. Donc oui, si tout cela peut nous aider à l'entraide, à la solidarité, à la compréhension, à essayer d'arrêter ces masses horribles de personnes qui quittent des territoires entiers parce qu'ils n'ont plus d'eau, parce qu'ils n'ont plus à manger. Et comment donc aller vers du développement, non pas durable, mais régénératif? Il faut toujours voir un point plus loin, de façon à habiter ensemble le vaisseau mère, pour reprendre l'expression, ou le vaisseau terre d'Edgar Morin, où chacun, dans sa beauté, dans sa diversité culturelle, linguistique, ne sont plus des ennemis les uns par rapport aux autres, mais construisent ensemble quelque chose qui va porter l'humanité vers ce qu'elle a de meilleur en tant qu'elle, entre elles. Et je pense que nous, responsables, éducateurs, accompagnants, coachs, ça devrait être l'essentiel de notre activité, d'aider à ces prises de conscience et surtout à trouver de façon créative comment, là où nous sommes, nous pouvons avancer ensemble vers un futur humain.
Et je me permets de répondre aussi à Nathalie. Il n'y a pas de panacée en éducation. Le décrochage existait bel et bien avant la pandémie. C'est que la pandémie a fixé l'objectif sur les enjeux, les premiers principes de la pédagogie. Donc, et le surmenage des enseignants et enseignantes était déjà un fléau avant la pandémie. Et ça s'est empiré. Donc, je crois qu'il faut garder cela en tête. De plus, ce n'est pas l'un ou l'autre, ce n'est pas en présentiel ou la technologie. Ça, c'est de tomber dans ce que j'appelle une fausse dichotomie. Au contraire, et là j'emprunte le paradigme d'Hegel, le philosophe, il y a thèse, antithèse, mais nous, ce qu'il nous faut, c'est une synthèse. Voilà. Pour terminer, professeur Pasquier, vous avez évoqué tout à l'heure le rapport de GIEC, c'est le 6e, je crois déjà, qui tire une fois de plus la sonnette d'alarme sur les changements climatiques, qui, il faut le rappeler, sont une réalité incontestable que toute la communauté scientifique internationale s'éreinte à nous répéter jour après jour, semaine après semaine, année après année. Et pourtant, on vit dans un monde de plus en plus polarisé, où les avis sont très tranchés et parfois où des opinions se créent complètement éloignées de la réalité. On parle d'éducation, l'éducation c'est bien entendu dans les salles de classe, mais on a évoqué les nouvelles technologies et beaucoup s'informent, ou en tout cas cherchent à s'éduquer à travers ces nouvelles technologies qui sont, on l'a évoqué également ensemble, une source inépuisable de savoir et qui peuvent permettre d'apprendre beaucoup de choses à travers des vidéos, à travers des méthodes en ligne. Mais le problème aussi, c'est cette désinformation qui a fait des ravages et qui, semble-t-il, s'est accélérée avec la pandémie également. Quel est votre point de vue sur ce problème, ces enjeux et sur l'absence quasi totale de régulation internationale qui entraîne effectivement parfois des réactions presque incontrôlables? Oui, vous évoquez le problème des fake news, le fait qu'elles se répandent, le fait que n'importe qui puisse dire à peu près n'importe quoi, que finalement on le voit malheureusement en ce moment en Europe de l'Est, que la guerre de l'information est aussi importante que la guerre sur le terrain. Eh bien, ma réponse, ce serait le triple tamis de Platon. C'est-à-dire en fait que je ne dise moi-même rien, que je ne sache vrai, que je ne sache utile et que je ne sache bon. Mais qui va nous apprendre à utiliser le triple tamis de Platon, si ce n'est les éducateurs eux-mêmes, et bien sûr des éducateurs qui se seront appliqués à eux-mêmes ce triple tamis et qui seront sortis d'un paradigme beaucoup trop répandu qui est le fameux « faites ce que je fais et faites ce que je dis et ne faites pas ce que je fais ». Et c'est là où je vais revenir un petit peu sur le pédagogique qui nous réunit avec le professeur Romain Cornette, c'est qu'effectivement, comme disait à nouveau Philippe Berrieux, il faut passer de ça au faisons ensemble. Et c'est lorsque l'on fait ensemble, lorsqu'on apprend à dialoguer, lorsqu'on apprend à résoudre ses problèmes, lorsqu'on apprend à domestiquer son ego, lorsqu'on met de la distance, lorsqu'on est capable de réfléchir, de prendre le point de vue de l'autre et finalement ensemble de trouver des solutions inédites, nouvelles, auxquelles on n'avait pas forcément pensé quand on était tout seul ou dans ce petit groupe d'entre-soi, qu'on va pouvoir créer du commun. Et de ce commun, développer des conditions où les spécificités de chacun, y compris linguistiques et culturelles, pourront trouver leur place dans un grand concert. Mais tout ça, ça va venir par les acteurs eux-mêmes et certainement pas par les mass médias et encore moins par les médias numériques qui fonctionnent à coup d'algorithmes qui vont vous envoyer en fait par mots-clés et par analyse de vos habitus de consommation des informations qui ne viennent que renforcer vos convictions préalables et donc créer une véritable fracture civilisationnelle entre des communautés, des personnes, des courants de pensée, alors que au contraire, l'urgence actuelle, c'est d'apprendre à vivre ensemble. Et on ne pourra pas sortir de ça autrement que
en prenant en compte vraiment les aspirations, les désirs de chacun et en sortant du déni et de l'exclusion. Et ultimement, quelle est la raison d'être de l'éducation? C'est d'apprendre à penser pour soi-même. Il faut que l'élève, que l'étudiant apprenne à faire la part des choses. Les faits alternatifs, les fausses nouvelles ont toujours existé. Peut-être qu'il y avait d'autres mots, la propagande, les annonces, les médias, mais moi, le meilleur don qu'un éducateur peut léguer à un étudiant, une étudiante, c'est de penser pour soi-même et d'apprendre à faire la part des choses. Je n'aurais pas mieux dit. Et bien, sur ces sages paroles, messieurs, je vais vous remercier d'avoir consacré ce temps à cette émission Droit de réponse 105.1, remettre donc le collectif, l'humain au centre de nos préoccupations et ce à travers l'éducation dans un monde où on est submergé d'informations et de contre-vérités. Eh bien, suivons ces éducateurs. Merci beaucoup d'avoir été nos invités, professeur Florent Pasquier, professeur Norman Cornette. Merci Nathalie Salmeron de m'avoir secondé pour cette émission Droit de réponse 105.1 sur les ondes de Choc FM 105.1. Merci à vous. Merci.